Donald Trump devient le premier ex-président américain à se trouver inculpé devant un juge à New York. Contre lui, pas moins de 34 chefs d'accusation. Il lui est reproché principalement la falsification de documents concernant des paiements en vue d'étouffer une affaire de mœurs avant la présidentielle de 2016. Trump inculpé, et voilà l'Amérique plongée dans l'inconnu judiciaire et politique. Au plateau pour analyser cette nouvelle saga judiciaire, Maître Eric Emmanuel Sosa, il est au plateau. Maître, bonjour. Bonjour, Gilles. Maître Sosa dans ses habits royaux, pas en toge aujourd'hui, pas pour défendre Trump non plus, mais pour décrypter cette actualité. Maître Eric Emmanuel Sosa est avocat au barreau de Lomé. Avec lui, Louis Magloire Kemayou, bonjour lui. Bonjour. Journaliste, président de l'Association de la presse panafricaine APA. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Donc, que reproche la justice exactement à Donald Trump? Je donne la parole à l'avocat en premier. Eh bien, une série de choses. Et je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de la caricature de cette affaire qui serait une énième affaire reprochée à Donald Trump pour des questions de légèreté de mœurs, parce qu'il, étant friand de jupons, il aurait eu une aventure avec une actrice de film pornographique. C'est pas exactement cela. Il s'agit plutôt de falsification de comptes. D'abord de comptes électoraux, on y viendra, mais surtout aussi, on est dans les prémices d'une investigation d'une fraude fiscale. Elle n'est pas encore avérée parce qu'il y a des enquêtes en cours, mais on a déjà pu articuler suffisamment d'éléments à charge pour considérer que le fait d'avoir payé pour obtenir le silence de l'actrice est une chose, mais le fait par après d'avoir déclaré cette dépense au chapitre des dépenses de frais de campagne et de les avoir fait imputer dans les frais de campagne aux frais de justice était une fraude. Donald Trump est quelqu'un qui est habitué à réclamer aux contribuables américains toutes dépenses qu'il fait, y compris même ses dépenses somptuaires à caractère libidineux. Bon, c'est ça le vrai problème et c'est ça le sujet de ce procès. Ce n'est pas une affaire de mœurs, c'est une affaire, certes, de mœurs politiques, mais c'est une affaire plutôt de fraude aux frais de campagne. Le procureur de Manhattan a retenu contre lui 34 chefs d'accusation. C'est énorme, Louis Magloire. Non, c'est pas énorme, c'est le travail de justice qui commence. Et ce qui pourrait peut-être faciliter la tâche dans ce feuilleton, parce qu'on a l'impression d'être sur Netflix, c'est qu'il faudrait juste le popcorn et attendre que les choses se déroulent. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais le président Trump reconnaissait déjà, plaidait coupable, cela faciliterait énormément de choses. Mais il ne faut absolument pas voir derrière cette affaire ce qu'il est en train de vouloir lui donner comme nature, c'est-à-dire une cabale politique pour l'empêcher d'être candidat à la prochaine élection présidentielle américaine. Oui, mais les 34 chefs d'accusation retenus par le procureur de Manhattan, qui est affilié quand même au Parti démocrate, est-ce que cela ne peut pas être interprété comme un acharnement judiciaire, une exagération? D'une part, le fait qu'il soit affilié aux démocrates n'est pas un péché. Il faut savoir qu'à la différence de notre système judiciaire, les procureurs sont élus aux États-Unis. Et pour être élu, il faut déclarer son camp politique, son bord politique. Et s'il a fait le choix d'être démocrate, ça ne fait pas de lui un mauvais procureur. Il a pris le temps d'investiguer, de suffisamment étoffer le dossier qu'il apporte aujourd'hui devant le public et qui concerne le président Trump. Et c'est sur la base de ce travail qui a été fait par ses équipes et lui que le procès va se dérouler. On n'est absolument pas en train de fabriquer des chefs d'accusation pour rendre la vie politique et la vie tout court difficile au président Trump. Il s'agit juste pour lui de se comporter comme un justiciable, comme un autre. Et étant donné qu'il a été élu à un certain moment et qu'il avait en charge la défense des textes des États-Unis,
la moindre des choses serait qu'il se plie à ces textes-là, puisque c'est sur la base de ces textes qu'il a été élu et qu'aujourd'hui il est jugé. Oui, mais reste à voir s'il y aura un procès. C'est une question qu'on va aborder aussi. Maître Éric Emmanuel Sosa, Donald Trump plaide non coupable devant des faits qui vous semblent, vous, évidents. Mais si c'était aussi évident que ça, pourquoi Donald Trump plaiderait non coupable? Mais c'est une stratégie judiciaire. Plaider non coupable permet de faire traîner les choses. Mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, s'il avait plaidé coupable, il n'y aurait même plus d'histoire. C'est-à-dire, en fait, c'est la fin de l'histoire. Et bon, on va dire, maintenant, regardons la chose de près. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? On va examiner ce qu'il a fait et probablement qu'il n'y aura pas matière à une poursuite judiciaire approfondie, peut-être même qu'il n'y aura pas de condamnation parce qu'un jury pourrait trouver tout à fait véniel les comportements de M. Trump, en tout cas au sujet de ce dossier-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des charges beaucoup plus graves qui pèsent contre M. Trump pour incitation à l'insurrection dans l'affaire du 6 janvier 2021. Et cette affaire-là, à mon avis, elle va peser beaucoup plus lourd dans son passif politique et elle risquerait, si elle devait affleurer avant les élections, de lui faire beaucoup plus mal que celle-ci. Donc, il y a quelque d'autres part... affaires également. Ah oui, tentative de détourner le scrutin présidentiel on est d'accord. en Géorgie. Monsieur Trump, c'est une batterie de... les documents confidentiels qu'il détient chez lui. Non, mais c'est ce que je dis. C'est une fabrique de procès à lui tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas besoin même d'un procureur démocrate pour enclencher contre lui la machine judiciaire. Son comportement au quotidien appelle quand même à se poser des questions sur ce qu'est devenue la démocratie en général et la démocratie américaine en particulier. Parce que pour nous autres qui observons ces grands pays comme modèle du système démocratique que, au forceps, on nous demande de copier, il y a des questions à se poser. On est inquiet de voir comment on peut dévoyer le système et finalement le vider de toute essence à force de voir nommer à des places aussi éminentes des personnalités qui moralement sont répugnantes. Quand je dis cela, ce n'est pas un jugement personnel. Je dis que M. Trump n'a jamais rien fait comme personne. C'est le premier président des États-Unis qui n'a jamais occupé une fonction politique par avant. Jamais. Même pas maire, même pas adjoint au maire ou membre d'un conseil municipal quelque part. Il était issu des milieux d'affaires, un milliardaire. Mais les milieux d'affaires ne font pas des milieux politiques. Non, je sais que aux États-Unis, bon, il y a un rapport incestueux entre les milieux d'affaires et les milieux politiques. Mais cependant, quand même, il faut avoir un certain pédigré. Et l'élection de Trump, rappelons-le quand même, a été une des élections les plus controversées et c'est probablement l'une des élections les plus, on va dire, paradoxales qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'en fait, celle qui a eu le vote populaire le plus important n'est pas celle qui a été élu président. Donc, allez expliquer ça à un apprenti démocrate au Niger, ben, il y perd son latin. Et pourtant, on nous dit, c'est le modèle démocratique qu'il faut épouser. Donc, vous voyez que, en fait, à travers les affaires de M. Trump et l'image que ça propose sur l'Amérique et sur la démocratie en général, il y a un danger éthique que le monde entier est obligé de considérer parce que il y a un problème à se dire qu'en Afrique, on dépense plus d'argent à faire des élections qu'à construire les universités et on peut aussi, grâce au système de subvention des élections, produire des présidents comme Trump. Et on va dire c'est la légitimité du scrutin qui a fait que vous avez mérité un président comme Trump. Mais ça peut casser complètement un continent ou un pays. Mais lui, Magloire Kemayou, est-ce qu'on ne peut pas lire l'acharnement présumé contre Donald Trump dans le prisme du silence de la justice sur des dossiers révélés par la presse sur Hunter Biden et Joe Biden lui-même? Non, c'est-à-dire, analysons les affaires les unes après les autres. Ne faisons pas d'amalgame. Non, ce n'est pas une question d'amalgame. Pourquoi la justice s'intéresse à Trump et non à Joe et Hunter Biden? Vous savez que c'est Donald Trump lui-même qui a annoncé qu'il allait être mis en examen par rapport à ce dossier. Personne ne l'a annoncé avant lui.
il a eu la primeur et il s'est payé le droit de l'annoncer publiquement qu'il serait interpellé par la justice. C'est pour dire que dans les affaires de justice, remettons ça à notre échelle, à l'échelle de la vie quotidienne. Quand vous vous trouvez par exemple en infraction dans la rue et que vous êtes plusieurs à commettre la même infraction, mais qu'on ne peut pas arrêter tout le monde en même temps, que se passe-t-il avec les forces de l'ordre? Elles interpellent en flagrant délit les personnes qu'elles peuvent attraper. Et ce sont celles-là qu'on juge. Vous pourrez toujours devant le tribunal expliquer que vous n'étiez pas seul, il y avait d'autres personnes qui ont commis le même délit. Elles ne sont plus là, elles ne sont pas là. Ce ne sont pas elles qu'on a interpellées, c'est vous. Vous devez répondre de ce que vous avez fait. Et quand leur tour arrivera, ils en répondront. Peut-être que sur la base de la révélation que vous ferez, on les interpellera. Mais en attendant, c'est vous qui avez été pris en flagrant délit. Le fait qu'ils aient co-commis le délit avec vous ne vous absout pas de la faute que vous avez commise et de la réparation qui doit suivre cela. Donc, c'est de ça dont il est question. Et maintenant, concernant Trump lui-même, il pourrait reprocher beaucoup de choses aux démocrates parce que ça a été sa famille. Initialement, il a énormément financé les campagnes des démocrates avant de tourner, de changer de camp, parce qu'il n'avait aucune chance sur le plan politique d'être investi par eux. Et il a carrément braqué le Parti républicain pour obtenir l'investiture. Il a coupé les relations entre les médias et lui pour devenir le centre, l'épicentre de sa campagne. C'est par ses tweets qu'il faisait la campagne, c'est par ses déclarations. Il était devenu incontrôlable. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que Donald Trump s'est assagi sur le plan du comportement politique ou même sur le plan de l'approche de la réalité politique de son pays. Il s'est fait un film dans lequel il est l'acteur principal et dans lequel il a toujours raison. Et malheureusement, quand on part du film vers la réalité, c'est souvent dur. La chute est souvent très dure. Maître Sosa, pourquoi la justice américaine fait-elle deux poids, deux mesures? Non, ce que vient de dire Louis-Magloire Mayou est tout à fait pertinent. Mais la justice américaine ne fait pas deux poids, deux mesures. Attendons le moment venu qu'on instruise le dossier de Hunter Biden et qu'on nous dise exactement ce qu'il a fait. Mais attention, Hunter Biden n'est pas Joe Biden. Joe Biden est président des États-Unis, Hunter est son fils, avocat de son État, et qui, dans la conduite de ses propres affaires, a eu des comportements parfois limites. Oui, bon. Il est protégé par son... Et comment pouvez-vous dire qu'il est protégé à l'époque? Attendez, non, pourquoi vous dites qu'il a été protégé? Oui, des informations ont circulé entre le lien entre Hunter et son père, Joe Biden. Mais aujourd'hui, son père est président, et ça n'a pas empêché quand même que les affaires qui le concernent soient sur la place publique, largement débattues. Et sur la place publique, pourquoi la justice ne s'en saisit pas? La justice du Delaware est en charge de l'instruction du dossier. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Hunter Biden a déposé plainte contre une société de réparation de son ordinateur, parce que tout ça est parti de révélations qui ont été prises de son ordinateur, enfin d'éléments qui ont été extraits de son ordinateur, qu'il avait remis en réparation, à Rudy Giuliani, qui n'est autre que l'avocat de M. Trump et ancien maire de New York et conspirationniste réputé. Républicain, on ne peut plus possible, et c'est à lui qu'on a envoyé le contenu de cet ordinateur. Donc, M. Biden Hunter est en train de dire qu'il y a violation du secret de l'instruction. Donc l'affaire est à l'instruction et on a déjà sur la place publique les éventuels éléments à charge qui pourraient le constituer. Donc ne dites pas que la justice ne s'en occupe pas, ça c'est un. De deux, encore une fois, ce n'est pas parce que les parents ont mangé le raisin que les enfants vont avoir les dents agacées, ça va dans l'autre sens. Mon fils a fait quelque chose, il a beau être indigne, c'est mon fils qui est coupable de quelque chose, ce n'est pas moi. Et le fait que je sois président n'est pas en soi un péché originel avec des soupçons de favoritisme ou de protection. La preuve, attendez, ça se passe dans beaucoup de pays comme ça, où il y a du népotisme et où on peut faire pression sur la justice. La justice américaine, pardonnez-moi de le dire, même si elle est fortement politisée, elle est souvent très allergique à la pression du politique. Justement parce qu'elle est très, très politisée. Et vu que les procureurs sont élus, ils ont besoin de garder leur mandat en restant Exactement, populaire. Ils ont besoin de garder leur mandat. Et en plus, vous savez, il y a un pas entre... Enfin, un pas, parfois un fossé, entre une accusation portée par un procureur
et la conviction d'un jury populaire. Donc, quand un procureur engage un combat judiciaire contre un titan politique comme Donald Trump, il sait de quoi il parle et il a plutôt intérêt à bien articuler son affaire, à bien connaître son dossier, parce que s'il se plante, sa carrière en tant que procureur, elle est complètement ruinée. Justement, cela me renvoie à atomisée. une autre question. Est-ce que ce n'est pas, comment on va dire, une tribune qui est offerte à Donald Trump pour renforcer sa publicité Non, attendez, pardonnez-moi. C'est pas une tribune qui est offerte à Donald Trump. Louis McClure l'a dit tout à l'heure. Donald Trump, il joue un film dans lequel il est le réalisateur, le metteur en scène et l'acteur principal. Donc, quelque part, il n'a pas besoin qu'on lui offre une tribune. C'est lui qui convoque la tribune et convoque en même temps ses spectateurs. Donc, on est devant quelqu'un qui est un showman invétéré et qui, pour la moindre peccadille, va vouloir créer le buzz. C'est ça, c'est le Trump président qu'on a vu. On n'a jamais vu de président aussi show-off que Donald Trump. Mais bon, malheureusement, ça fait partie des mystères paradigmatiques de la démocratie que je ne comprendrai toujours pas. Il arrive qu'il ait des partisans et il arrive encore qu'il y ait des gens capables de le réélire. Après les performances qu'il a eues comme président, il paraît que c'est lui qui a sauvé l'Amérique de la ruine. Bon, alors, vous savez, vous voyez, les fanatismes d'une secte ne feront pas autre chose. Donc, Donald Trump, en fait, il a sa secte à lui et il prend le pays en otage en convoquant une majorité de la population comme aussi à sa secte. Louis McClure qui m'a eu, on parle jusqu'à présent, il y a inculpation, mais personne ne sait s'il y aura procès. Est-ce que, au vu des éléments qu'on a aujourd'hui, est-ce que le jury populaire peut amener Donald Trump à un procès, un vrai procès? Non, mais déjà, il y aura un procès, c'est sûr. Est-ce que c'est sûr, maître? Oui, il y aura un procès. Le problème, c'est le timing du procès. C'est tout. Parce qu'il a des avocats qui sont résolus à utiliser tous les recours pour retarder le plus loin possible l'échéance du procès. C'est la raison pour laquelle, justement, Trump est en train de capitaliser là-dessus. Il joue le délai, il joue la montre pour ne jamais comparaître avant d'être possiblement élu président une deuxième fois. La prochaine audience est prévue pour décembre, peu avant donc le début des primaires dans le camp républicain. Que risque véritablement Donald Trump? Il risque plusieurs choses. Et la seule chose qu'il ne risque pas, c'est de ne pas être candidat. Si jamais il était candidat à l'investiture et qu'il était investi par son parti, il ne risque absolument rien. Ce procès n'aurait aucun effet sur le plan symbolique, n'aurait aucun effet par rapport à sa candidature. Simplement, ce qu'il risque, c'est sur le plan moral. S'il était avéré que toutes les accusations portées contre lui, si ces accusations étaient avérées, il se trouve peut-être que dans son camp, certaines personnes se diraient, au-delà du péché qui est commis, il y a quand même le degré de saleté lié à ce péché qui fait que ce serait peut-être pas un bon leader pour notre camp. Et même si aujourd'hui, il y a un bloc qui se fait autour de lui, à travers d'abord les élus républicains qui lui doivent leur élection et les partisans qui estiment que America First leur a permis de mieux protéger leur pays, si ce camp-là ne se fissure pas, ce serait déjà un miracle. Mais je pense que si les choses allaient plutôt tourner dans un sens qui ne convient pas au président Trump, il y a de fortes chances que dans ces catégories-là, on ait des gens qui se disent c'est peut-être pas le bon capitaine pour mener notre bateau à bon port. Maître Sosa, Trump peut-il aller en prison? C'est tout à fait possible. Parce que les charges qui pèsent contre lui sont suffisamment caractérisées pour, si il était reconnu coupable, entraîner une peine d'emprisonnement. Ça, j'en suis quasiment sûr. Si on passe du dossier de mœurs au dossier de fraude fiscale, il peut y avoir un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 4 ans. Et c'est là-dessus que le procureur est en train de jouer. Alvin Bragg, il a un agenda qui est clair. Il lui faut d'abord faire la preuve qu'il y a eu une falsification des documents et ensuite qualifier s'il va jouer plutôt sur le dossier de fraude fiscale ou
sur le dossier de fraude à la loi électorale. Mais normalement, cela ne devrait pas être compliqué à démontrer. Ah, attention, non. Nous sommes ici, vous savez, le système américain, il est fait différemment d'une autre. Dans notre système, qui est un système de droit écrit, les infractions sont définies et les éléments qualificatifs et constitutifs sont connus. On appelle ça l'élément légal d'une infraction. Vous le connaissez d'avance. Dans le système américain, non, c'est la loi des précédents. Or, dans ce dossier-là, il n'y a pas de précédent, ni dans l'État de New York, ni au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'en fait, le procureur, il est aujourd'hui pris lui-même dans l'étau de ses propres contradictions. C'est-à-dire qu'à la fois, il lui est reproché de vouloir faire de l'acharnement, mais en même temps, il lui est reproché, il doit plutôt développer une ingénierie juridique pour démontrer que ce n'est pas de l'acharnement. Donc, quelque part, qu'il le veuille ou non, il doit lui-même s'échiner à faire une démonstration de quelque chose que personne ne lui a demandé de faire. C'est lui qui est allé chercher ce poisson-là au fond de l'eau, et c'est à lui de démontrer quelle catégorie de poisson il y est. Mais donc, il a multiplié les chefs d'inculpation pour qu'au moins Non, pas du tout. Non. Attention, dans ce dossier, bon, on a parlé parfois de 36, parfois de 34 chefs d'accusation. Nous ne connaissons pas le détail des charges parce que, s'agissant d'un dossier qui est hautement politisé, le secret de l'instruction est protégé. Donc, on ne met pas sur la place publique la totalité des éléments. Le procureur, quand il est venu faire sa conférence de presse après la procédure d'indictment, ce qu'il a dit est assez précis et il est extrêmement prudent. Il dit « Nul ne devrait être au-dessus des lois en raison de sa position politique ou de sa fortune. » Il n'est pas allé dans le détail, sa prudence. Sinon, il serait venu et faire le catalogue des 34 chefs d'accusation et à vous d'aller voir dedans ce qui peut éventuellement asseoir une condamnation. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Donc lui aussi se méfie parce qu'il a affaire à forte partie. Et ce n'est pas uniquement la personne de Trump qui est en jeu, c'est lui-même sa crédibilité technique en tant que juriste, mais aussi sa position en tant que procureur. Parce qu'aux États-Unis, procureur de Manhattan, c'est pas une position sociale négligeable. C'est un personnage. Ouais. Et puis il faut remarquer que il n'est pas arrivé menotté au procès quand on a lu les charges contre lui. Absolument. C'est également une précaution très importante parce que ça permet de ne pas trop le victimiser et d'aller directement sur le fond. Ou les photos n'ont pas été prises. Ah non, il n'a pas été menotté parce que ça a été négocié avant par ses avocats et le procureur a accepté. Parce que quand même, entendons-nous bien, on a beau avoir de sympathie ou aversion pour Donald Trump, il faut quand même accepter le fait qu'il a été président des États-Unis. Et l'immédiat sortant, donc le voir menotté, qu'est-ce que ça renvoie aussi d'une société où on va dire... Parce qu'en fait, le problème des menottes ou pas, c'est un problème psychologique. Quand on voit quelqu'un faire le paperwork, c'est-à-dire entre deux policiers et menottés, il a l'air coupable de quelque chose. Et cette image-là frappe les gens. Et cette image... dans la psychologie du spectateur moyen, vous criminalise en quelque sorte. C'est ce qu'on a voulu refuser. Parce que, justement, il ne fallait pas que Trump se donne les habits de victime. Et c'est la raison pour laquelle, habilement, le procureur a accepté qu'on ne le menotât pas et qu'il puisse paraître tel qu'il est, c'est-à-dire ancien président des États-Unis. On n'a jamais vu de président des États-Unis dans cette position. Donc, il ne faut pas l'humilier davantage. Inculpation des anciens présidents, ça a commencé en France. C'est une nouvelle tendance qui va se généraliser, on va dire. Pourquoi voulez-vous que ça parte de quelque part? Non, le fait est que quand on a été président de la République et qu'on était justement censé défendre cette constitution-là, puisque vous jurez sur la constitution, on ne peut pas s'en écarter. Et quand on s'en écarte,
alors qu'on n'est plus en fonction. Mais être président aussi, c'est le risque de gérer des affaires délicates. Ça vous place dans certaines positions. Mais vous savez, il y a beaucoup de présidents américains qui ont géré des affaires délicates sur lesquelles on aurait pu les attaquer en justice, devant la Cour pénale internationale, par exemple. Mais à chaque fois, ils disent qu'il y a acharnement. En France, Nicolas Sarkozy continue de clamer, malgré les 2-3 procès qui lui sont collés. Parlons des États-Unis. Nous parlerons de la France. C'est une parenthèse que j'ouvre pour dire que les deux ont les mêmes lignes de défense. Excusez-moi, pour parler des États-Unis comme ils nous invitent, mais souvenez-vous quand même que Barack Obama a fait 2 mandats et que jusqu'à ce jour, personne n'est encore venu lui chercher quoi que ce soit. Après lui, il y a eu Donald Trump, justement. Si Donald Trump avait trouvé dans un tiroir quelque chose qui aurait pu permettre de crucifier oui, même un ongle de Barack Obama, vous pensez qu'il ne serait pas jeté dessus? Mais il n'a pas trouvé. Donc, il arrive qu'on ait des présidents propres, et aux États-Unis aussi. Donc, vous voyez, quelque part, c'est pas parce que vous avez été président que forcément vous êtes coupable. Bon, c'est vrai, je ne sais plus si c'est Danton qui l'a dit ou Robespierre. On ne peut pas gouverner impunément. C'est-à-dire que dans l'acte de gouverner lui-même, il y a intrinsèquement des choses qui peuvent être reprochables, soit au plan moral, soit au plan politique, et parfois au plan juridique et pénal. Mais quand même, par exemple, vous avez parlé des États-Unis. On a parlé de l'inculpation ou du mandat d'arrêt lancé contre M. Poutine. Non. Et on a répondu immédiatement, pourquoi on n'a pas lancé de mandat d'arrêt contre George W. Bush ou Tony Blair? Parce qu'ils ont, à l'occasion de leur activité politique, produit des morts dans une configuration qui qualifie un crime contre l'humanité ou un crime de guerre. Mais il n'y a jamais eu de poursuite contre eux. Donc vous voyez, comme quoi, Barack Obama, c'était pas le moins belliciste des présidents américains. Et pourtant, il a fait des guerres qui pourraient conduire à lui chercher des poux dans la tonsure. Hein. Et pourtant, personne ne va le chercher. Oui, mais c'est vous qui avez démontré que le policier peut prendre une personne parce qu'il se trouve au mauvais endroit ou au mauvais moment. Donc, oui, mais sauf que Barack Obama a été... On est en train de parler de Donald Trump et je suis obligé de parler de Barack Obama pour expliquer qu'il y a un pendant. Vous voyez, le pendant absolu de Trump, c'était Barack Obama, son prédécesseur qui, après 2 mandats, a conduit les affaires des États-Unis d'une façon moralement propre, parce qu'il n'y a aucune affaire de la sorte contre Barack Obama. S'ils avaient trouvé, ils auraient fait. Donc là, Donald Trump, il est arrivé au pouvoir avec déjà des conteneurs de problèmes. Donc maintenant, président, on peut aller chercher à l'envie. Et même en sortant de la Maison-Blanche, il a encore continué. Donc en fait, la personnalité de M. Trump est problématique parce qu'elle est caractérisée par une appétence à la délinquance comme ça qui est affolante. Le procureur de Manhattan a intérêt à vous contacter. Et puis il y a autre chose qu'il faut signaler, parce que nous parlons des présidents qui ne sont plus en exercice, mais n'oublions pas qu'il y a Bill Clinton qui a eu une affaire de quasi-impeachment qui aurait pu lui coûter la fin de son mandat et il était encore en exercice. Oui. Ça a été un long feuilleton pendant lequel il a dû jurer, on l'a accusé de parjure et finalement, il a été jugé pendant qu'il était président de la République. Oui. Donc, nous parlons d'un précédent par rapport à quelqu'un qui n'est plus en exercice, mais il y a déjà eu un précédent avec un président en exercice qui, et même on pourrait remonter à l'affaire de Nixon. Oui, l'affaire du Watergate. Avec le Watergate. Oui. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est simplement que là, on a affaire à quelque chose de caractérisé et que Donald Trump est en train de le théâtraliser, de le scénariser et d'en faire une... c'est comme s'il était dans son émission où il disait « You are fired », où il juge de qui a raison, qui a tort. Justement, quelle que soit l'issue de ce procès, est-ce que ce n'est pas Donald Trump qui sortira vainqueur? Il l'utilise comme une tribune. Je pense que c'est toi qui parlais de tribune. Il est en train de la transformer en tribune pour se faire une campagne à peu de frais sur le plan politique, si jamais il devait solliciter l'investiture au sein de son parti, voire solliciter les suffrages des Américains.
Eh ben, les téléspectateurs nous diront tout à l'heure ce qu'ils pensent de ce procès contre Donald Trump, un acharnement ou non. Quel parallèle vous faites avec les procès contre les opposants en Afrique? Plus 228 96 46 10 31, c'est le contact pour nous écrire via WhatsApp. Je vous le rappelle encore, ça défilera d'ailleurs à l'écran. Plus 228 96 46 10 31. Louis Magloire, je reviens à vous pour équilibrer un peu le temps de parole. La candidature de Trump, est-ce qu'elle est déjà compromise? Non. Non, elle n'est pas compromise parce que, à la Il peut différence... toujours être candidat Oui. Démocrate, enfin je dis démocrate, Républicain. républicain. Hérésie. Tout est possible avec Trump. Non, je pense que les déboires qu'il a eu avec les démocrates sont tels que le fossé aujourd'hui ressemble plus à un océan qu'à une fissure. Non, je pense qu'il peut toujours être candidat parce que, à la différence du droit francophone ou français, je ne sais pas comment on va le qualifier, même quand on est condamné au pénal aux États-Unis, on peut encore avoir une vie politique. On peut même solliciter des mandats. On ne perd pas ses droits de citoyen pour être candidat ou pour voter. Donc, le président Trump peut encore prétendre, y compris s'il Quel que était... soit le quantum, la peine prononcée. Quelle que soit la peine prononcée, il peut être candidat. Il y a déjà eu un précédent d'un candidat à l'élection présidentielle américaine dans les années 20, je crois que c'était juste avant la Première Guerre mondiale, d'un candidat qui était opposé à la guerre et qui avait été accusé de... Je ne sais plus quel était le motif pour lequel il avait été jugé. Il a été condamné, il est allé en cellule le temps que l'élection ait lieu et il a récolté 4% de suffrage quand même pendant les élections. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible, y compris pour M. Trump. Je ne lui souhaite pas la prison, mais bon, ce qui est certain, c'est que le fait d'être condamné au pénal aujourd'hui ne disqualifie pas sa candidature. Ça veut dire qu'il peut être condamné, être en prison, battre campagne et gagner les élections. C'est ce que ça veut dire à la fin. Oui, quand on observe les choses littéralement, oui. Théoriquement, rien ne l'empêche. C'est-à-dire que, en fait, le code électoral n'est pas édicté de façon à écarter de la candidature et de l'élection quelqu'un qui aurait été condamné à une peine infamante. C'est-à-dire que, en réalité, c'est là l'une des spécificités du droit américain et de la Constitution américaine. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que là, en ce moment, nous sommes en train de voir surgir les failles du système. Parce qu'on a toujours pensé qu'un président des États-Unis ou un candidat à cette fonction, à cette dignité, est quelqu'un de propre. Donc, à la base, on n'a même pas imaginé que quelqu'un qui possiblement aurait des charges contre lui pourrait se présenter aux élections. Donc, on n'a pas imaginé cette hypothèse. C'est pour ça que ça n'a pas été prévu. Donc, aujourd'hui, ce sont on va dire, les carences législatives, légales, qui permettent à quelqu'un comme M. Trump, même sous le poids d'une condamnation, de se présenter, de briguer les suffrages et arrogamment de les remporter. Mais s'il le remporte alors qu'il est condamné et en prison, que va-t-il se passer? Bon, écoutez, vous me demandez de faire de la politique fiction. Ce n'est pas de la politique fiction, c'est très probable. Non, mais son inculpation, sa condamnation et son élection, tout ça, c'est possible. Oui, mais attendez. La question se pose de savoir que va faire le peuple américain. Parce que là, en fait... Mais déjà, le Parti républicain. Non, là, imaginons. Alors, pour abonder dans son sens, et en nous faisant l'avocat du diable, pourquoi pas? Après tout, politique fiction, pourquoi pas? Allons-y. Il est inculpé. Là, c'est déjà le cas. Il est reconnu coupable. Il écope d'une peine d'emprisonnement. Et il est candidat. Bon. Et il se trouve qu'il y a une majorité d'Américains qui veut ce président-là. Vous allez faire quoi? Empêcher le peuple de faire venir à la Maison-Blanche celui qu'il a choisi? Mais s'il est élu, on le sort de prison ou... c'est pour ça que je dis, faisons de la politique fiction. Il dirige fiction. les États-Unis depuis la prison. Oui, mais attendez, si on considère que c'est au nom du peuple américain que les élections sont organisées et que rien n'empêche tel candidat d'être candidat, ce rien inclut une condamnation pénale. Si ce rien ne l'empêche pas d'être candidat, c'est-à-dire de proposer au suffrage de ses concitoyens son nom, et que les concitoyens décident que c'est lui qu'ils veulent comme président, qui vous êtes pour dire que ce ne sera pas le cas?
procureur. La question que je me pose, s'il est élu en tant que prisonnier, est-ce qu'on le sort de prison pour la Maison-Blanche? Politique fiction pour politique fiction, oui. On est obligé de le sortir. Barabbas sur la croix, on l'a descendu de la croix. C'est Jésus qui finalement a été cloué. Et nous sommes le jour de Pâques, précisément. Oui, absolument. Oui. Donc là, Barabbas, je ne dis pas que Trump et Barabbas, c'est la même nature. Hein. Bon, le schéma est à peu près le même. Ce serait la même chose. Mais en tout cas, c'est comme l'autre. Enfin, ce procès a quand même beaucoup d'inconnus, hein, puisque, comme vous le dites, c'est une grande première dont on tirera toutes les leçons. Mais symboliquement, est-ce qu'on peut gagner une élection avec toutes ces casseroles en tant que meilleur client d'une actrice de porno? Écoutez, alors symboliquement, Benjamin Netanyahou, là on n'est pas aux États-Unis, mais on est en Israël, a été réélu malgré toutes les charges qui pèsent contre lui, malgré les condamnations dont il a écopé. Il est à nouveau Premier ministre de l'État d'Israël. Donc oui, symboliquement, tout est possible en politique. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu une tendance. Beaucoup de gens, très peu recommandables moralement, préfèrent faire carrière en politique parce que là-bas, tout est plus facile à remporter, là où vous n'avez pas la possibilité même d'être embauché par un directeur de société parce que votre CV serait un repoussoir moral. Mais en politique, oui. Non, mais en politique, aux États-Unis, jusque-là, ne pouvait pas être président celui qui traînait des petites casseroles. Les petites affaires étaient démasquées tout de suite. Et puis, ça vous crée des problèmes de popularité. Mais pourquoi, depuis quelques années aux États-Unis ou ailleurs... L'Amérique puritaine ne permettait même pas à quelqu'un qui... je sais pas, aurait juste une maîtresse d'être président. Juste pour le rappel, dans les années 70, au début, Ted Kennedy avait eu un problème comme ça. Il a eu un accident de la circulation avec une jeune femme qui se trouvait être sa maîtresse. Eh bien, ça lui a coûté très cher politiquement. Donc ça, c'est l'Amérique puritaine. En même temps, l'Amérique puritaine, lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Trump, trouve tout à fait véniel, concevable et banal le fait qu'il ait comme maîtresse une actrice de film porno. Ça ne gêne pas. Donc vous voyez, on est dans un degré de fanatisme. Oui, mais vous insistez sur Trump, mais moi j'insiste sur Joe Biden aussi avec... Alors, écoutez... Dans l'Amérique puritaine, avoir un enfant... qui se donnerait à ces gens de trafic aussi. Non, mais quel trafic? Attention, avoir été membre du conseil d'administration d'une société ukrainienne, la plus grande société gazière d'Ukraine, parce que son père, à l'époque vice-président des États-Unis, était en charge des relations avec l'Ukraine, ne vous qualifie pas nécessairement comme un délinquant ou un criminel. Mais le 18 de l'ordinateur dont vous parlez a révélé un certain nombre de choses peu recommandables. Mais oui, mais attendez, oui, d'accord, il avait des problèmes de narcotiques, oui, et puis, bon, ce passé a failli le rattraper à un moment donné de sa vie. Mais attendez, oui, il en a beau être fils de président ou de vice-président, d'ancien vice-président, on a une vie. Mais, vous savez, nos vies à nous tous n'est pas si facile, et chacun essaye de contourner ses démons et de les combattre comme il peut. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire que parce que son fils a des comportements, on va dire, borderline avec la loi, que le père est indigne d'être président des États-Unis. Mais vous me parliez de l'Amérique puritaine qui ne tolérait pas ce genre de choses. Mais il est président des États-Unis actuellement, Joe Biden. Son fils, pour l'instant, n'a pas encore été reconnu coupable d'un crime quelconque parce qu'il a été membre du conseil d'administration d'une société en Ukraine. Ça lui a rapporté de l'argent. Et alors, M. Trump a gagné beaucoup d'argent en fraudant le fisc américain. Et alors, il est président des États-Unis. Enfin, il l'a été et il se propose de l'être encore. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, nous vivons le procès de Donald Trump. Nous sommes au début de ce procès. Et je pense qu'il y aura une vie après le procès de Trump. Peut-être que la justice s'intéressera et à Joe Biden et à son fils. Rien n'est exclu. Nous sommes dans le système américain et je pense qu'il n'y a pas de prescription sur ce type de dossier. Donc, ne perdons pas patience. Chaque chose arrivera en son temps. Et puis, de l'autre côté, ce que je voudrais aussi relever, c'est que même si on peut avoir l'impression que l'Amérique est très puritaine, n'oublions pas que cette Amérique a beaucoup évolué et qu'il y a une grande partie de l'opinion américaine aujourd'hui qui va presque vers
cette idéologie de renfermement sur soi-même et de promotion d'idéaux qu'on peut considérer pas seulement comme conservateurs, mais presque comme de quasi-sécession avec le reste du monde, qui font que les idéaux sur lesquels Donald Trump a été élu ne sont pas toujours en conformité avec la société puritaine américaine que nous avons aujourd'hui. On pardonnera beaucoup de choses à Donald Trump et à des gens qui lui ressemblent qu'on n'aurait pas pu pardonner il y a 5-10 ans en arrière. L'affaire Monica Lewinsky avait provoqué un émoi terrible dans l'opinion américaine. Aujourd'hui, avec ce procès, on a l'impression que ceux-là même qui faisaient le procès de Bill Clinton et de Monica Lewinsky se sont transformés en avocats défenseurs de Donald Trump. Chaque société évolue et elle évolue avec son temps, malheureusement pas toujours dans le bon sens. Et on est en train de vivre cela en grandeur Mondiovision aujourd'hui avec ce procès de Donald Trump. Mais l'issue de ce procès ne risque-t-elle pas de davantage que ça, je ne vois pas comment c'est possible. Attendez, quand on a vu... Parce qu'il y a des camps qui sont rangés, soit derrière Trump, soit contre Trump. Mais quand on a vécu les événements du 6 janvier, je ne vois pas comment on peut cliver davantage encore ce pays-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a qu'un saut dans lequel enfin, qui n'a pas été opéré, c'est le saut dans la guerre civile aux États-Unis. Parce que là, Trump y était prêt. C'est-à-dire qu'en fait, contester les élections est une chose de la part de quelqu'un qui est battu. Mais appeler à l'insurrection et faire pression pour qu'on change les résultats de cette élection, c'est quelque chose qui est inimaginable, inédit et qui heurte, en tout cas, moi, ma sensibilité de démocrate, pas démocrate au sens politique, mais pas au sens partisan, mais démocrate par conviction, parce que je crois qu'il y a des vertus à la démocratie. Pas nécessairement la démocratie électorale telle que proposée sur le modèle que nous pratiquons, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais le problème, il est que, en fait, vous allez vous retrouver à chaque fois devant ces problématiques où il va falloir faire le choix entre la morale et la logique d'une élection. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'il s'agit que le plus grand nombre décide, quand le plus grand nombre a décidé, vous avez parlé de Barabbas tout à l'heure, l'exemple est tout à fait pertinent, quand le plus grand nombre a décidé, il n'y a plus rien à dire, on se tait. C'est la loi du plus grand nombre qui fait la loi du plus fort. C'est ça le problème qu'il y aura. Donc la morale n'a plus rien à faire en politique. Si vous arrivez à trouver suffisamment de gens pour passer outre les digues morales, vous pouvez avoir du succès en politique à l'envi. Et j'ajouterai juste une dernière chose, c'est que les théories conspirationnistes qui ont fait florès pendant la période Trump sont en train aujourd'hui de produire leur effet le plus abominable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut instiguer le soupçon que c'est parce que vous avez des choses à cacher, que vous mettez toute la lumière sur les problèmes de Donald Trump, vous avez une grande partie de l'opinion qui ne veut rien entendre d'autre que cela. Et il n'y a pas pire poison pour la démocratie que le conspirationnisme. Que cette attitude-là qu'on peut avoir de soupçonner qu'il y ait un complot à travers lequel un système veut l'emporter sur quelqu'un ou sur d'autres personnes. Et malheureusement, l'Amérique a plongé pieds et poings liés dans cette Mais est-ce que ce conspirationnisme, justement, n'est pas alimenté par des faits qui se révèlent finalement? Quels faits? Voilà. Oui, il y a beaucoup on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur des choses considérées comme des évidencières, notamment sur des crises sanitaires, sur la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup d'évidences qui tombent. Non, je ne vois pas l'évidence qui est tombée. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à ne plus faire confiance ni aux dirigeants, ni au système qui était devenu la base sur laquelle on se fait confiance, la base sur laquelle nous avons scellé notre contrat social. Vu qu'il y a un nombre de plus en plus important de gens qui remettent cela en question, peut-être que ça doit pousser à un débat. Mais de là à considérer que parce que 10 ânes ont décidé qu'un mouton ou un lion avait tort, je ne suis pas certain que ce soit la bonne manière de procéder. Peut-être qu'il faut analyser beaucoup plus finement la situation pour savoir si les 10 ânes sont suffisamment compétents pour décider de la sagesse ou de la bêtise du lion. Alors, quelle image, très rapidement, de l'Amérique ce procès envoie au reste du monde?
un pays démocratique ou un pays, une démocratie qui se déchire, démocratie vacillante? Qu'est-ce que vous retenez finalement? Mais en tout cas, moi, en tant que praticien de la loi, je retiens que l'Amérique envoie un signal fort, c'est-à-dire qu'il est le pays où ce qu'ils appellent the rule of law est prédominant sur toute autre considération. C'est-à-dire qui que vous soyez, quelle que soit votre puissance, aux États-Unis, lorsque vous avez franchi la limite légale, vous allez subir les rigueurs de la loi. Et ça, M. Trump aura beau dire qu'il s'agit d'une conspiration contre sa personne, il ne peut pas, à mon avis, complètement subvertir cette image-là, parce que, oui, il faut beaucoup de courage quand même, quand on est procureur, pour s'attaquer à une machine politique comme Trump. Il faut beaucoup de courage et de conviction en la justesse de son action pour pouvoir faire ça. Et ce qui donne cette conviction et cette force, c'est la croyance que la loi est finalement le dénominateur commun de tout le monde et personne ne doit être placé au-dessus de la loi. Ça, c'est ce qui me plaît dans cette affaire. Nous allons marquer une pause pour une édition du journal. On se retrouve dans 10 minutes avec la contribution des téléspectateurs dont les messages vont nourrir cette émission, ce forum. Plus 228 96 46 10 31. À tout de suite.